Vous êtes sur la télévision Labari. Merci d'être avec nous pour un tour d'horizon de l'actualité dont en voici le sommaire. Réception ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement, de la version définitive du programme indicatif national Niger-Union européenne. Nous vous amenons dans quelques instants au cœur de cette grandissime cérémonie. L'USAID et le Danemark ont scellé ce matin un accord de cofinancement du programme de renforcement des capacités du Parlement nigérien. La télévision Labari est allée aux nouvelles, alors vous entendrez et comprendrez en détail la teneur de cet accord. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À l'entame de celui-ci, cap sur le cabinet du Premier ministre où ce matin même, Birji Rafini a officiellement réceptionné la version définitive du programme indicatif national Niger-Union européenne. Dans l'assistance, les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers nous rapportent Asmana China et Sadou Domi. Ce programme indicatif national du Niger qu'a reçu le Premier ministre Birji Rafini des mains du ministre des Finances, ordonnateur national du FED, Gilles Baye, a été signé le 19 juin dernier à Nairobi par le ministre des Finances et le commissaire européen chargé du développement Andris Piebalgs. D'un montant de plus de 390 milliards de francs CFA, ce programme indicatif national est au titre du 11e FED de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Il couvrira 4 grands secteurs. Avant de les énoncer, permettez-moi de souligner que le ciblage de 4 secteurs au Niger, au lieu de 3 secteurs, comme c'est le cas pour l'immense majorité des pays bénéficiaires du 11e FED, démontre, d'une part, l'attention particulière portée par l'Union européenne au Niger, mais également l'excellence de nos relations et notre confiance mutuelle. Ces 4 secteurs sont les suivants. D'abord, sécurité alimentaire et nutritionnelle et résilience. Deuxième, le renforcement de la capacité de l'État pour la mise en œuvre des politiques sociales. Troisième, la sécurité, bonne gouvernance et consolidation de la paix. Quatrième, désenclavement des régions affectées par l'insécurité et le risque de conflit. Le ministre des Finances explique le choix de ces 4 secteurs pour l'intervention du programme indicatif national. Ce choix constitue une réponse à la sévérité des défis dans différents domaines, notamment climatiques, sécuritaires et sociaux, la sécurité alimentaire, des populations et de la bonne gouvernance. La répartition de cette dotation pour les 4 secteurs est la suivante. Je me permettrai de ne pas rentrer dans le détail, compte tenu de que monsieur l'ambassadeur vient de vous exposer, donc ces 4 secteurs de concentration. Donc je rappellerai simplement que le premier secteur concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience, qui se va accorder une enveloppe de 180 millions d'euros et comprend les axes suivants. Donc l'axe 1 de l'initiative 3N, donc en faveur de l'augmentation de la disponibilité d'aliments et des revenus à travers l'accroissement d'une production communautaire ou individuelle, par une meilleure maîtrise de l'eau, au moins d'investissements à la portée des groupes vulnérables, avec la promotion de techniques culturelles durables face aux défis climatiques. L'axe 3, toujours de l'initiative 3N, qui concerne le relèvement des capacités de prévention et de réponse des ménages et des communautés face aux situations d'insécurité alimentaire, de chocs climatiques ou écologiques et face aux autres risques menaçant leurs moyens d'existence. Le Premier ministre a salué l'aboutissement de la signature de ce programme qui profite au peuple du Niger. L'apport que constitue ce financement va certainement nous aider à faire face à ces défis qui ont pour nom, cela a été rappelé, les questions alimentaires, où nous devons de plus en plus aller vers une plus grande sécurisation économique des ménages nigériens. Et je pense que des progrès sont en train d'être faits
dans le cadre notamment de l'initiative 3N. Et avec cette nouvelle impulsion de ce financement, nous allons connaître encore des avancées plus significatives. En plus des 4 secteurs, cet appui de l'Union européenne concerne le renforcement des capacités des acteurs de la société civile nigérienne avec un montant de 16 millions d'euros pour leur permettre de s'impliquer dans l'élaboration des politiques de réduction de la pauvreté et de suivi de sa mise en œuvre. L'actualité nationale en ce jeudi 26 juin, décidément fortement marquée du sceau de la coopération avec la signature ce matin au Centre culturel américain CCA d'un accord de cofinancement entre l'USAID et le Danemark. Un cofinancement au bénéfice du programme de renforcement des capacités du Parlement nigérien. Halidou Bourema, Memouna Daouda nous en donne les détails. La présente cérémonie marque la signature entre l'USAID et le Danemark d'un accord de cofinancement du programme de renforcement des capacités du Parlement nigérien pour la promotion de la transparence de la gestion des ressources naturelles. Le Parlement nigérien doit prouver sa valeur en tant que forum clé de dialogue, de médiation et de réconciliation au plan national. C'est pourquoi que je suis particulièrement ravie d'annoncer la signature avec le gouvernement de Niger dans la journée d'hier, le protocole de coopération du programme d'appui à la démocratie et aux droits humains, dont le présent accord de partenariat avec l'USAID portant sur le renforcement du Parlement fait partie intégrante. Cette signature marque l'accord et l'engagement du gouvernement nigérien pour consolider la démocratie naissante à travers l'Assemblée nationale. Je félicite aussi l'Assemblée nationale qui s'est engagée à améliorer ses capacités pour remplir ses rôles de forum clé de dialogue, de médiation et de réconciliation au plan national. Cet accord entre l'USAID et le Danemark vise plusieurs objectifs. Depuis son lancement, ce programme travaille avec des parlementaires et des organisations de société civile axées sur les industries extractives pour renforcer la capacité de l'Assemblée nationale chargée de rédiger, réviser et superviser la mise en œuvre des lois et des règlements régissant la politique publique. Soutenir l'intégration des normes internationales des droits humains et du travail dans la législation nigérienne et de plaidoyer et de veiller à leur mise en œuvre. Et intégrer du genre et la mise en œuvre des normes de protection internationale et domestique pour les femmes et les filles. Financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour le Danemark et 700 000 $ pour l'USAID, le programme de renforcement de capacité du Parlement nigérien s'étalera jusqu'en décembre 2015. Commencé le mardi 24 juin dernier, les épreuves écrites du BEPC session 2014 ont pris fin en ce matin du jeudi 26 juin avec l'épreuve des sciences de la vie et de la terre SVT. À la sortie des candidats, notre reporter Michel Didji est allé à la rencontre de quelques-uns. Vous allez les voir, ils ont bonne mine et fière allure car les épreuves ont été abordables. Voyons cela. C'est sourire aux lèvres que la plupart des candidats à cette session 2014 du BEPC ont quitté leur salle d'examen. Après avoir affronté la dernière épreuve écrite, en effet, beaucoup de ceux qui ont normalement suivi les cours pendant l'année scolaire restent optimistes quant à leur réussite. Bon, en imagination, c'était sur une jeune fille qui a été invitée à Dakar par sa copine. Et en étude de thèse, c'était sur la tricherie à l'école. Le dialogue, c'était sur l'escolarisation de la jeune fille à l'école. En PC, c'était sur l'électricité. Et en histoire, on a parlé de la décolonisation et sur la situation de l'économie nigérienne avant la colonisation.
Bon, dans l'ensemble, tout était bien. Seulement que l'histoire était un peu difficile puisque nous n'avons pas terminé tout le programme. Quoi. Vraiment, les épreuves ont été faciles, comme vous voulez. Tous les élèves qui ont étudié, vraiment, ils vont vous dire que les épreuves sont bonnes. Ça a été bien, c'est comme on nous a donné comme cadeau. Quoi. Après ces épreuves écrites, la seconde phase, ce sont les corrections qui vont démarrer incessamment. Selon les présidents de jury des différents centres d'examen que nous avons sillonnés, toutes les étapes du déroulement de cet examen se passent cette année dans de très bonnes conditions. Un avis qui n'est pas du tout partagé par les autres acteurs également fortement impliqués dans l'organisation du BEPC 2014, en l'occurrence les surveillants et les correcteurs. Ça fait des décennies qu'on est en train de considérer les enseignants comme des misérables et des miséreux. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un enseignant, il vient, il surveille toute la journée, je vous dis, toute la journée pour que à la fin il émerge 2000 francs. Ça, c'est vraiment une vie de misère et je pense que tous ces gens qui nous gouvernent, tous ces gens responsables, c'est parce que nous les avons enseignés, c'est parce qu'ils ont été enseignés qu'aujourd'hui ils se trouvent à leur place où ils sont. Par conséquent, un minimum de respect pour les enseignants. Quoi qu'il en soit, les dés sont déjà jetés du côté des candidats qui se retrouvent conséquemment dans une situation d'attente de toutes les éventualités du mérite ou du destin selon les croyances et les convictions. Notons que conformément aux tests qui régissent cet examen, toute moyenne finale supérieure ou égale à 8 sur 20 mais n'atteignant pas 10 sur 20 confère déjà aux candidats le droit de subir les épreuves du second groupe et ceux qui obtiennent une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 seront déclarés définitivement admis à l'issue de ces épreuves du premier groupe dont les résultats seront connus au plus tard avant le vendredi 4 juillet prochain, date du début des épreuves du second groupe sur toute l'étendue du territoire national. Tout est dit, Michel Dedi, merci beaucoup. Le quartier Gabougoura, c'est dans le premier arrondissement communal de Niamey et depuis hier nuit, le quartier a les pieds sous l'eau. Des rues inondées, des maisons effondrées, presque un décor d'apocalypse. Et les victimes ont déjà leur coupable, le chantier de la route Niamey-Goudel-Tondibia. Les pieds dans l'eau donc, voyons ce reportage de Adam Soumana et Omar Moussa. Après la pluie, le beau temps a-t-on coutume de dire. Cependant, avec l'abondance de la pluviométrie à laquelle viennent s'ajouter des fois certaines situations, l'après-pluie peut être synonyme de calvaire, voire d'inondation dans la ville de Niamey. En effet, les habitants de Gabougoura, un des quartiers du premier arrondissement, l'ont appris à leurs dépens avec les travaux de la construction de la route Goudel-Tondibia. Les faits se présentent comme en témoigne une des victimes. Vous voyez, donc ici là, c'est une zone qui n'est pas inondée autant quoi. Donc maintenant, vous voyez le cas. Maintenant, ça venir, il y a des maisons qui sont tombées. Donc vraiment, on voulait que le gouvernement nous donne une aide pour voir comment on va arranger les choses. Puisque nous, on ne connaît pas ça. Oui, on a duré presque 15 ans ou 16 ans, on n'a jamais vu ça. Il n'y a pas de perte de vie, il y a des dégâts matériels seulement. Oui, il y a normes, vraiment. Vous les avez filmés, non? Vous les voyez vous-même. Nous voulons qu'on nous aide. C'est ça que nous, on veut. Hein. Donc on attend. On est là. Une inondation donc consécutive à ces travaux de Satom qui essaie d'y remédier en frayant un passage à ces eaux. Et pendant ce temps, les habitants, eux, de leur côté, tentent d'évacuer leurs affaires avec les moyens de bord. Les dégâts matériels sont énormes, même si par la grâce de Dieu, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Le scandale du trafic des enfants, il n'en finit pas de faire des vagues. L'opinion et la presse s'en émeuvent. Et c'est un peu le buzz de la semaine, pardonnez-moi l'expression. Et depuis que la justice s'en est saisie, plusieurs personnes ont été entendues et certaines écrouées. Au nombre de celles-ci, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, dont l'avocat, Maître Souley Oumarou, s'est ouvert à la presse. Nous l'écoutons. Une équipe de police a été envoyée par les autorités nigériennes pour reconstituer les mécanismes par lesquels
des enfants se sont retrouvés chez les Nigériens, chez des familles nigériennes. Et c'est ainsi que la police judiciaire a envoyé une équipe en s'adjoignant les services de notre Nigérien, et ils sont partis à Lagos. À Lagos, ils ont pu avoir l'accompagnement d'un membre d'Interpol à l'effet d'investiguer. Et comme toute investigation qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont revenus avec des photos d'immeubles censés être les endroits ou les cliniques dans lesquels ont eu lieu l'accouchement. Et la photo d'une femme et d'autres individus qui sont censés être justement les gérants de la clinique ont eu les accouchements. Sur la base de ces photos, sur la base de renseignements recueillis à gauche et à droite, la police a fait un rapport de mission. Et ce rapport de mission, d'après les informations que nous-mêmes nous avons, c'est que l'objectif, c'était de démontrer que les enfants de Hama Amadou et de son épouse ne sont pas leurs enfants pour la somme de raisons que les gens estiment qu'ils sont incapables de procréer. La justice à Mazouma a accordé foi à ces différentes missions qui ont été faites par la police et qui n'ont été confirmées par aucune autorité policière nigérienne, à travers des rapports de police indépendants, à travers des interrogatoires des personnes qui seraient à la base de ce trafic. La preuve, la personne qui le fait, ce n'est pas une personne inconnue, puisque pendant que les gens étaient en garde à vue, elle téléphonait pour savoir justement qu'est-ce qu'on leur reproche. J'ai leur numéro de téléphone, je vais vous le donner. Si la police voulait, à partir de ce numéro, elle avait le loisir d'entendre ou de faire interpeller donc ces personnes-là. En ce qui concerne nos clients, il est totalement faux qu'on a démantelé un réseau de trafiquants d'enfants. J'insiste là-dessus et je considère que le journaliste, votre confrère, a commis le délit qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles. Et que par ses propos, il a porté atteinte gravement à ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En effet, tant que nos clients n'ont pas été jugés et condamnés, on ne peut pas affirmer que les faits qui leur sont reprochés sont constitués. Et cet odieux commerce qu'est la traite des personnes est à l'origine plutôt d'un atelier de formation organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite de personnes du 23 au 25 juin dernier à Zender. En collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue, il fut organisé à l'intention des juges et des forces de défense et de sécurité. Le compte-rendu de nos confrères de la RTD. Lutte contre la traite des personnes, c'est le thème central de cet atelier de formation qui a regroupé comme participants les juges d'instruction, le corps militaire et paramilitaire. Il s'agit pour l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes de mettre en œuvre les programmes et plans d'action de lutte contre la traite des personnes au niveau des entités administratives. Et depuis la mise en place du personnel de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, l'agence essaye de respecter ses missions. Ces missions, c'est quoi? C'est la prévention, c'est la poursuite, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, nous sommes à Zender après avoir déjà fait un ensemble de formations à Niamey à l'intention des magistrats et des officiers de la police judiciaire. Ces magistrats et des OPJ que nous avons formés, initialement, il est très prévu qu'à leur tour, ils s'occupent de la formation du reste de la chaîne répressive. Donc, c'est ce qui justifie notre présence à Zender aujourd'hui. Plusieurs modules portant sur la lutte contre la traite des personnes ont été enseignés au cours de cet atelier de formation. Le cadre juridique relativement à la lutte contre la traite des personnes,
la définition de la traite en tant que telle et sa différenciation avec les trafics illicites des migrants et aussi les différentes formes de traite au Niger. Et j'ai traité à la fin de la protection des victimes des traites. La traite, c'est une forme d'exploitation d'une personne par une autre personne ou par un réseau criminel qui consiste à d'abord un acte. Cet acte, il consiste au transfert, à l'hébergement, à l'accueil ou au transfert d'une personne. Il y a aussi les moyens communs, c'est-à-dire comment, en essayant d'extorquer le consentement de cette personne par fraude, par tromperie, en vue de son exploitation ou bien au fin de l'exploiter. Cet atelier a permis de tirer le maximum d'enseignements en vue de lutter efficacement contre la traite des personnes au Niger. Et je dirais que j'ai encore mûri mes connaissances sur la traite au cours de cette formation. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme en matière technique? Oui, en fait, il y a les techniques d'identification, parce que déjà, par rapport à l'infraction proprement dite, j'ai quand même beaucoup de notions. Maintenant, il y a les techniques d'identification des victimes, parce que pour pouvoir réprimer une infraction, il faut savoir les victimes, il faut savoir comment les identifier. Donc, une fois cette identification faite, on pourra maintenant voir les auteurs, qui en sont les auteurs. Donc, nous avons appris les techniques d'identification en ce qui concerne quand même notre travail, les techniques d'identification des victimes. Et en outre, nous avons aussi appris en ce qui est de la protection des victimes. Au sortir de cette formation, les participants seront suffisamment outillés en technique de lutte contre la traite des personnes au Niger. Des participants venus de la Halcia, du Bureau Information Réclamation de lutte contre le trafic d'influence et le réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption sont également depuis ce matin en atelier de formation sur l'élaboration du budget participatif et de son suivi. L'initiative est de l'association nigérienne de lutte contre la corruption, nous apprennent Abdul Razak Idrissa et Ibrahim Abdou. 2 jours pour initier quelques membres de la Halcia, du Bureau Information, Réclamation, Lutte contre le trafic d'influence et du réseau des parlementaires sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées sur le processus d'élaboration d'un budget participatif et sur son suivi. Le budget participatif est une expérience qui est partie de l'Amérique latine il y a à peu près 20-25 ans et qui a conquis le monde aujourd'hui. Il s'agit en fait de mécanismes mis en place par des collectivités brésiliennes d'abord et puis latino-américaines pour permettre la participation de la population au processus budgétaire. Comme vous le savez, traditionnellement, c'est l'exécutif local ou accompagné de son administration qui élabore et qui met en œuvre le budget. Mais là, certaines collectivités du Brésil ont choisi de faire en sorte que les populations puissent elles aussi participer, ne serait-ce qu'à la désignation des priorités budgétaires. Le budget participatif est parti de là et donc ça fait aujourd'hui presque 25 ans. Ça s'est répandu dans une bonne partie de l'Amérique latine. C'est parti à la conquête de certains pays européens et on le retrouve aussi aujourd'hui en Afrique. Et même au Niger, vous avez des communes qui font l'expérience du budget participatif. Par exemple, la commune de Tirozeri, la commune de Olelewa de la région de Zandé, la commune de Guigimi, toutes ces communes-là et bien d'autres d'ailleurs, essaient donc de faire cette expérience du budget participatif. L'activité est inscrite dans le cadre de l'exécution par la section nigérienne de Transparency International, la NLC, d'un projet financé par le gouvernement américain pour appuyer la lutte contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Dans le cadre du même projet, l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section Transparency International, avait pour objectif la mise en place des clubs anticorruption dans les 266 communes du Niger. Ces clubs sont les yeux et les oreilles de la communauté parce qu'ils jouent leur rôle de veille citoyenne. Ces clubs ont un rôle très important dans le contrôle citoyen de la gestion des communes. En témoignent les récentes dénonciations reçues par le club de Tanda et certains autres. Et c'est dans le même cadre que nous avons jugé utile
d'apporter notre contribution en intéressant nos 3 institutions partenaires à la question de la gestion des communes. La lutte contre la corruption et la promotion d'une bonne gouvernance étant annoncée comme priorité par les autorités actuelles, c'est donc naturellement qu'elles soutiennent une telle initiative, a indiqué la représentante du ministre de la Justice qui a présidé l'ouverture des travaux de l'atelier. Encore un atelier en cette journée, car sur financement du Revenue Watch Institute, le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives GREN organise depuis ce matin un atelier de validation du rapport sur le suivi des obligations sociales de la SML et de la CNPC. Les participants proviennent des populations des zones minières et pétrolières et des acteurs de la société civile. Détail Youssouf Omar Aboubakar Souley. La société d'exploitation des mines de l'Iptako SML et la société chinoise d'exploitation du pétrole CNPC dans les viseurs du groupe de réflexion d'action sur les industries extractives GREN. Sur les sites d'exploitation de ces sociétés, le constat fait par GREN a fait l'objet d'un rapport sur le suivi des obligations sociales de la SML et la CNPC. Cet atelier qui a débuté ce 26 juin validera le rapport à travers une restitution. Les participants invités sont des représentants des populations des zones minières et pétrolières et les acteurs de la société civile. Ces 2 sociétés sont situées l'une à Tillabéri, l'autre à Difa. Le GREN, avec l'appui de Revenue Watch Institute, a initié un projet de suivi de contenu local relativement aux obligations sociales de ces 2 entreprises qui sont basées au Niger. Il s'était agi pour nous d'abord de procéder à une enquête et des recherches documentaires, après quoi nous avons fait l'analyse de toutes les informations collectées auprès des acteurs impliqués et concernés par ces activités. Nous avons par la suite dresser un rapport de toutes les informations que nous avons recueillies après des visites terrain. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase, celle de la validation du rapport. La sensibilisation des populations sur leurs droits est en marche. Après avoir atteint cet objectif, reste à réclamer leurs droits. Il faut un mouvement que les gens comprennent que ce n'est pas en s'apitoyant sur son sort qu'on peut avoir quelque chose. Les ressources sont tarissables. Donc c'est des ressources. C'est le plaidoyer que nous allons faire de 2 côtés. Au niveau des populations, pour dire que voilà vos droits et il faut suivre de frais. Et en même temps, au ministère, aux entreprises, nous allons aller vers eux pour dire voilà, et vous avez pris tel engagement, mais ce n'est pas fait. Prochainement, vraiment, avec les populations, prochainement, il faut vraiment que les gens respectent leur engagement. Donc c'est vraiment pour nous, d'abord, c'est un outil de plaidoyer, ce rapport. L'atelier s'étendra sur 2 jours. Des recommandations sanctionneront les travaux. L'Institut de formation technique de l'information et de la communication, IFTIC, en fait aujourd'hui, vous allez le voir, récent vainqueur dans un tournoi organisé par Orange Niger, puis bénéficiaire d'un don de l'ONG Thiebon, l'Institut eut à sa possession des raisons valables d'organiser une journée de jubilation que nos reporters Nafis Azakou et Ibrahim Abdou ont vécu et nous en parlent. Ces ordinateurs sont le fruit du concours School Wassa d'Orange Niger qui a opposé l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC à l'Institut pratique de santé publique IPSP. Le responsable communication d'Orange Niger revient sur l'importance de School Wassa. Depuis notre installation, nous avons pris un engagement, en plus d'offrir aux Nigériens des moyens de télécommunication à portée de tous, mais également de contribuer au développement de notre pays dans les différents domaines comme ceux de l'éducation, de la santé, etc. C'est donc dans la droite ligne de cet engagement que Orange Niger a initié depuis bientôt 2 à 3 ans une émission dont le but est d'offrir une tribune aux élèves et étudiants de notre pays
en plus de bénéficier des offres qui leur sont dédiées, donc une tribune pour se divertir. Orange School Wassa est un concept donc que nous exécutons grâce à un de nos partenaires MSA qui est le maître d'œuvre de cette édition. Nous avons en 2014 organisé 6 éditions dont l'une a mis aux prises votre établissement LIFTIC et l'IPSP. Les étudiants qui ont représenté l'IFTIC à ce concours par la voix de leurs représentants nous énumèrent les différentes activités rattachées à leur structure. À cette édition, l'IFTIC était opposé à l'IPSP de Niamey. Victoire que nous avons remportée grâce à la détermination de nos représentants, motivés à défendre les couleurs de notre institut. C'est cette victoire qui fait l'objet de la présente cérémonie. Nous voudrions ici que l'administration à sa tête, M. Kamed Abdoulaye, directeur général de l'IFTIC, reçoive nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour avoir cru, mais surtout nous avoir soutenus tout au long du processus. Cette cérémonie a été aussi une occasion de réception de dons de l'ONG Emmaüs Tchébon à l'IFTIC. Très ému de ces gestes, le directeur général de l'IFTIC a tenu à remercier les principaux donateurs. C'est dans un institut en fait que nous refermons ce journal. Je vous retrouve dimanche, si Dieu le veut, avec le même plaisir. Au revoir.